Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la partie énergie, matière et rayonnement dans lequel nous allons nous intéresser au transfert d'énergie entre systèmes macroscopiques. Alors nous allons dans un premier temps redéfinir ce que c'est qu'un système macroscopique ou microscopique, parler d'énergie d'un système, de transfert thermique et nous finirons en faisant ce qu'on appelle un bilan énergétique. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie d'un système? Eh bien jusqu'à présent, l'énergie totale d'un système, c'était ce qu'on appelait l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, je vous rappelle, c'est l'énergie cinétique du système due à sa vitesse et toutes les énergies potentielles en fonction de ce que subit ce système. Voilà l'énergie mécanique. Mais tout ceci, ce sont des énergies macroscopiques. En fait, on étudie le système globalement. Alors prenons le même système, mais un petit peu plus chaud. Le système du départ était à 300 Kelvin, prenons l'autre à 500 Kelvin. Ils sont dans les mêmes situations, à la même vitesse, même position, donc ils ont la même énergie mécanique. Mais on voit bien que si on touche le système à 500 Kelvin, on va se brûler alors que l'autre on ne se brûlera pas. Donc le système à 500 Kelvin contient plus d'énergie. Donc en fait dans mon équation ici, il me manque quelque chose. Il me manque ce qu'on va appeler l'énergie interne du système. Elle est due à quoi? Elle est due à ce qui se passe à l'intérieur du système. Dans le système chaud, en fait, les particules bougent plus vite que dans le système froid, parce qu'elles ont plus d'énergie. Donc, dans le système chaud, on aura une énergie interne plus importante. On va noter cette énergie interne U. Et donc, l'énergie totale du système, ça sera l'énergie mécanique plus l'énergie interne. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles macroscopiques. Et l'énergie interne, ça va être la somme des énergies cinétiques et potentielles au niveau microscopique. Donc, toutes les interactions entre les particules. Alors, étudions un verre d'eau à 300 Kelvin. Il a une certaine énergie interne qu'on va noter U1. On va le chauffer un petit peu, lui donner un petit peu d'énergie, et il va passer à 350 Kelvin. Donc, il aura une énergie interne plus grande qu'on va noter U2. Que vaut cette variation d'énergie interne? Comment la calculer? En fait, dans ce cas présent, cette variation d'énergie interne va être proportionnelle à la variation de la température. Et le coefficient de proportionnalité s'appelle la capacité thermique. C'est la capacité qu'a le système à stocker de l'énergie. Alors, l'énergie interne, elle est en joules, comme toutes les énergies, et la température est en Kelvin, donc cette capacité thermique, elle sera en joules par Kelvin. Cette relation n'est valable que pour un système à volume constant, sans changement d'état, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Essayons de faire le calcul pour 180 grammes d'eau. L'équation est ici, donc la capacité thermique de l'eau. Si je vais voir dans un livre la capacité thermique de l'eau, voilà ce que je vais trouver. Un petit c eau, pas un grand C. Le petit c, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique, c'est-à-dire ramenée à 1 kg d'eau. Alors, ça va pas être très compliqué de l'utiliser, en fait, la capacité de l'eau, ça sera la capacité massique fois la masse d'eau que j'utilise. Et donc, l'équation reste quasiment identique. Attention de ne pas confondre le petit c et le grand C. Donc, appliquons ceci, 180 grammes d'eau en kilogramme, la capacité thermique, massique, et la différence de température, je vais trouver 3,8 10 puissance 4 joules, 38 kilojoules. Est-ce que c'est beaucoup comme énergie? Ben, si je compare ça à l'énergie de pesanteur de ce verre, à quelle altitude il faudrait que je monte le verre pour avoir la même élévation d'énergie? 21 km. Donc c'est une énergie assez importante. Alors parlons maintenant de la variation de l'énergie totale d'un système. Alors comment je peux donner de l'énergie à un système? Alors on va parler d'un système fermé. Ce qu'on appelle un système fermé, c'est un système qui n'échange pas de matière. Parce qu'en effet, si je rajoute de l'eau dans le verre ici, il y aura plus d'énergie. Mais si je parle d'un système fermé, comment lui apporter de l'énergie? Une première solution, c'est d'appliquer une force qui lui donnera de l'énergie. Comme ceci, ou en touillant le verre, ça va apporter un petit peu d'énergie aussi. Donc l'action d'une force, c'est le travail. Et donc, première solution pour apporter de l'énergie à un système, exercer un travail par l'intermédiaire du travail d'une force. Deuxième solution, eh bien chauffer tout simplement. Et ceci, ça s'appelle un transfert thermique. Donc, la variation d'énergie d'un système, l'énergie totale d'un système, ça sera soit par l'intermédiaire d'un travail, soit par l'intermédiaire d'un transfert thermique, soit les deux. Alors, par convention, on compte positif les transferts si le système qu'on étudie gagne de l'énergie. C'est comme votre tirelire, c'est positif quand vous gagnez des sous. Et négatif, évidemment, quand on perd.
Alors parlons maintenant des transferts thermiques. Il y a 3 types de transferts thermiques qui sont résumés dans ce schéma. Le premier, c'est ce qu'on appelle la conduction. Qu'est-ce que c'est que la conduction? C'est par contact direct. La personne ici tient la barre qui est chauffée et donc risque de se brûler. La conduction est due au fait que, les atomes qui sont en contact vont s'entrechoquer et donc l'énergie va se répandre dans le milieu comme ceci. Deuxième façon, la radiation. Alors la radiation, c'est par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique. Ici, la personne qui tend ses mains ici se chauffe au feu par l'intermédiaire des ondes électromagnétiques visibles ou infrarouges. C'est comme ceci qu'on prend des coups de soleil aussi. Dernier mode de transfert thermique, la convection. La personne qui met les mains au-dessus du feu risque de se brûler et elle aura beaucoup plus chaud que celle qui est ici parce qu'en fait, il y a un mouvement global de l'air au-dessus du feu. Donc la convection, c'est par l'intermédiaire d'un mouvement de matière. Par exemple, si vous chauffez dans une casserole au centre de la casserole, l'eau qui va être dans la casserole va monter au centre et descendre sur les côtés. On va avoir des mouvements dus à la convection. Et ceci fait que l'énergie va se répandre. Voici une pièce chauffée et un extérieur plus froid. Donc en fait, on va avoir un transfert thermique de l'intérieur vers l'extérieur, toujours du plus chaud vers le plus froid. Alors prenons un chronomètre et comptons combien d'énergie est transférée de l'intérieur vers l'extérieur. Le rapport entre la quantité d'énergie qui est transférée et le temps s'appelle le flux thermique. Alors la quantité d'énergie, c'est en joules, le temps est en secondes, donc ce flux thermique, il devrait être en joules par seconde, et ça c'est homogène à une puissance. Donc on va le mettre en watts. Alors voyons maintenant de quoi peut dépendre ce flux thermique structurellement. Alors voici une paroi plane. Alors dans une paroi plane, voilà deux côtés qui ont des températures différentes, un côté chaud, un côté froid, le flux thermique qui va du chaud vers le froid. Dans une paroi plane, de quoi peut dépendre ce flux? Dans un premier temps, bien évidemment de la variation de température. Si la variation de température est grande, il y aura plus de transfert. En fait, c'est proportionnel dans ce cas-là. Elle peut dépendre aussi de la surface du mur. Si vous avez un grand mur, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Un petit mur, vous allez perdre moins d'énergie. Donc ça risque d'être proportionnel à la surface. L'épaisseur du mur aussi. Si le mur est épais, vous allez perdre moins d'énergie. Donc cette fois-ci, c'est inversement proportionnel à l'épaisseur. Et ça va dépendre aussi du matériau du mur. Donc on a un coefficient qui s'appelle la conductivité thermique du matériau. Et donc voilà de quoi va dépendre le flux thermique structurellement. Alors cette conductivité thermique du matériau, elle dépend grandement d'un matériau à l'autre. Par exemple, ce qu'on appelle les conducteurs thermiques conduisent beaucoup la chaleur, donc par exemple le cuivre, l'aluminium ou le fer, les métaux. Et on a ce qu'on appelle des isolants thermiques, comme le vide, l'air ou la laine, qui conduisent très très peu la chaleur et donc qui sont utilisés pour isoler les maisons. Cette équation du flux thermique à travers une paroi plane, vous la verrez comme ceci, ou comme ceci, en introduisant ce qu'on appelle la résistance thermique du mur, qui est donc l'épaisseur divisée par lambda S. Donc, voici la résistance thermique. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant essentiellement quand on a des murs composés de différentes couches, parce que chaque couche aura une résistance thermique, comme ceci, et on va pouvoir calculer la résistance totale en additionnant les résistances thermiques de chacune des couches du mur. Terminons en parlant un petit peu des unités de tout ceci, une petite analyse dimensionnelle. Donc on a vu que le flux était en watts, la surface est en mètres carrés, la variation de température en Kelvin, l'épaisseur en mètres, et donc le lambda, la conductivité thermique, sera en watts par mètre et par Kelvin, alors que la résistance thermique, elle, sera en Kelvin par watt. Ceci en Kelvin, ceci en watt. On termine le cours en faisant ce qu'on appelle un bilan énergétique. On va faire le bilan énergétique du fluide qui sert à refroidir un frigo. Alors comment ça marche un frigo? À l'intérieur du frigo, vous avez un fluide qui va se détendre et prendre de l'énergie à l'intérieur du frigo. Et à l'extérieur, vous avez un compresseur qui va recompresser ce fluide. Ce fluide va se refroidir à l'extérieur et re-rentrer ensuite pour se redétendre. C'est un circuit fermé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme échange d'énergie? Avec qui le fluide échange-t-il de l'énergie? Avec l'intérieur
du frigo, avec le compresseur et avec l'extérieur du frigo. Avec l'intérieur du frigo, cet échange est un échange thermique et en fait le fluide va prendre de l'énergie à l'intérieur du frigo, c'est pour ça qu'il va faire plus froid à l'intérieur du frigo. Le compresseur, lui, va fournir de l'énergie au fluide pour le compresser. Et à l'extérieur du frigo, qu'est-ce qui va se passer? Ce fluide va se refroidir, donc va donner de l'énergie à l'extérieur par l'intermédiaire d'un transfert thermique. Donc, quel est le bilan énergétique de tout ceci? Comment varie l'énergie totale de ce fluide? En fait, la variation d'énergie totale de ce fluide, c'est la variation d'énergie interne, parce que le fluide ne change pas de position, n'acquiert pas de vitesse particulière. Et donc, le bilan, c'est qu'on a un travail qui est positif, donné par le compresseur, un échange thermique qui est positif, donné par l'intérieur du frigo, et un échange thermique négatif par l'extérieur. Voilà le bilan énergétique de ce fluide. Petite remarque, c'est un cycle, donc en fait ce bilan est égal à 0. Voilà, ce cours se termine, à bientôt!